Le 7 décembre 1941, une décision prise par le Japon a complètement changé le cours de l'histoire. Ils ont attaqué Pearl Harbor. En seulement quelques heures, une grande partie de la flotte du Pacifique américaine a été détruite et, à cause de cela, les États-Unis sont finalement entrés dans la Seconde Guerre mondiale. Mais si l'on y pense, cela semble illogique. Pourquoi le Japon défierait-il volontairement un pays avec une population plus nombreuse, une industrie plus puissante, plus d'usines et plus de ressources naturelles ? C'est comme si une petite entreprise décidait volontairement de rivaliser avec la plus grande entreprise du monde. Les dirigeants japonais savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre l'Amérique dans une guerre prolongée. Donc la vraie des questions n'est pas pourquoi ils ont attaqué l'Amérique. La vraie question est pourquoi ils en sont arrivés là, et la réponse commence en Chine. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais simplement vous demander de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément, nous les créateurs de contenu. Alors commençons. À la fin des années 1930, le Japon était déjà enlisé dans une guerre qu'il pensait pouvoir terminer rapidement. En 1937, ils ont lancé une invasion à grande échelle de la Chine. Beaucoup d'officiers militaires pensaient qu'ils pourraient rapidement forcer le gouvernement de Chiang Kai-shek à se rendre, mais ils se sont trompés. Au lieu d'une victoire rapide, cela s'est transformé en une guerre longue et coûteuse. Plus la guerre durait, plus il fallait de soldats. Il fallait aussi de plus en plus d'armes, de munitions, de nourriture, de véhicules et d'essence. Même s'ils parvenaient à prendre des villes, la Chine continuait de résister. C'était comme une armée qui avançait sans jamais atteindre la ligne d'arrivée. Et à cause de cela, la force et la richesse du Japon s'épuisaient peu à peu. La situation a empiré en raison des ressources naturelles limitées. Contrairement à l'Amérique ou à l'Union soviétique, le Japon ne disposait que de très peu de pétrole, de fer et d'autres ressources essentielles. Donc, pour maintenir leur machine de guerre, ils devaient obtenir des ressources d'autres endroits. À mesure que leurs besoins augmentaient, leurs problèmes s'aggravaient également. C'est alors que les pays occidentaux ont commencé à s'inquiéter. Les États-Unis ont progressivement constaté que le contrôle du Japon sur l'Asie s'étendait de plus en plus. C'est pourquoi différentes restrictions économiques ont commencé à être imposées contre Tokyo. Et à cause de cela aussi, il était clair pour les dirigeants japonais que leurs options se réduisaient. S'ils ne mettaient pas fin à la guerre en Chine, ils auraient continuellement besoin de plus de ressources. S'ils ne pouvaient pas obtenir de ressources, leur capacité à faire la guerre s'effondrerait. Et alors qu'ils réfléchissaient à ce problème, une autre menace se profilait au nord, et c'était l'Union soviétique. En 1939, une grande réponse est survenue. Les forces japonaises et soviétiques se sont affrontées à la frontière de la Mongolie. Cette bataille est aujourd'hui connue sous le nom de bataille de Galkin-Khalkhin-Gol. Pour le Japon, ce fut un choc brutal. Il pensait pouvoir rivaliser avec les soviétiques. Mais lors de la bataille réelle, il était clair que l'armée de l'Union soviétique, sous la direction de Georges Joukov, a prévalu. De nombreux soldats japonais sont morts et beaucoup d'équipements ont été détruits. Plus important encore, le Japon a réalisé que faire la guerre à l'Union soviétique pourrait être une erreur extrêmement coûteuse. À cause de cela, ils ont commencé à changer la direction de leur stratégie militaire. Au lieu de regarder vers le nord, ils ont commencé à regarder vers le sud. Et au sud se trouvent certaines des ressources les plus importantes de toute l'Asie. Pétrole, caoutchouc, minéraux et d'autres matériaux dont le Japon a désespérément besoin. Mais il y a un problème. Beaucoup de ces endroits sont protégés ou sous l'influence de pays occidentaux, comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et surtout les États-Unis. À l'approche des années 40, une situation se forme progressivement où la guerre en Chine. Le manque de ressources et les tensions avec les pays occidentaux se combinent en une seule crise. Ce n'est pas encore Pearl Harbor. Mais c'est ici que commence à se former la voie qui mènera plus tard le Japon à l'une des décisions les plus dangereuses de son histoire. Une décision qui va déclencher la guerre dans tout le Pacifique. Et une décision qui va changer non seulement le destin du Japon, mais aussi celui du monde entier. Malgré cela, alors que la situation du Japon s'aggrave, il y a un leader qui essaie de faire de la guerre en Chine une question internationale, et il s'agit de Chiang Kai-shek. Il comprend que la Chine aura du mal à vaincre le Japon si elle se bat seule. C'est pourquoi son objectif n'est pas seulement de combattre les Japonais sur le champ de bataille. Il veut aussi convaincre les autres pays que ce qui se passe en Chine n'est pas simplement un conflit entre deux nations. Pour Chiang, l'invasion japonaise représente une menace pour toute l'Asie. Et si cela n'est pas arrêté, cela pourrait affecter le monde entier.
Ainsi, pendant que ses soldats se battent, la Chine a également commencé un autre combat. Un combat pour obtenir le soutien des autres pays. Depuis le début de la guerre, en 1937, de nombreux citoyens américains et britanniques ont sympathisé avec la Chine. De nombreux journalistes, écrivains et universitaires ont rapporté les dégâts causés par l'invasion japonaise. À cause de cela, le soutien à la Chine a progressivement augmenté dans certains pays occidentaux, mais la sympathie seule ne suffisait pas. Ce dont Chiang avait besoin, c'était d'armes. Il avait besoin de canons. Il avait besoin de munitions. Il avait besoin de véhicules militaires. Et surtout, il avait besoin d'un approvisionnement continu pour maintenir la lutte. Au cours des premières années de la guerre, l'un des plus grands soutiens de la Chine était l'Union soviétique. Selon les historiens, une grande quantité d'armes et d'équipements militaires a été envoyée par Moscou pour aider les forces de Chiang Kai-shek. Mais la situation a changé après l'accord entre l'Allemagne et l'Union soviétique en 1939. L'aide de Moscou a diminué progressivement. À cause de cela, la Chine a été obligée de chercher d'autres sources de soutien. À ce moment, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont pris de l'importance. Bien que la Grande-Bretagne et la France soient concentrées sur la crise croissante en Europe, elles ont continué à aider en envoyant des fournitures en Chine. Le problème, c'est que ce n'était pas si facile de les acheminer. Beaucoup de ces équipements devaient en passer par de longues routes à travers les montagnes, les forêts et des routes difficiles. L'une des voies de ravitaillement les plus importantes de la Chine à l'époque était la route de Birmanie. C'était la route qui reliait les ports d'Asie du Sud-Est à l'intérieur de la Chine. Mais le transport était lent, les routes étaient difficiles et il y avait souvent des interruptions. Donc même si de l'aide arrivait, cela ne suffisait pas à changer rapidement le cours de la guerre. Pendant ce temps, en Amérique, il y avait aussi des individus qui voulaient aider la Chine. L'un d'eux était Clair Li Shenwei, un officier retraité de l'armée américaine. Il a aidé la Chine à renforcer sa force aérienne. Plus tard, un groupe de pilotes américains s'est également formé pour combattre volontairement pour la Chine. Ils sont surtout connus comme les Tigres volants. Bien qu'ils soient devenus plus célèbres dans les années suivantes, les bases de ce groupe avaient déjà été posées avant même que l'Amérique n'entre officiellement en guerre. Alors que Chiang essayait d'obtenir du soutien de l'étranger, il devait aussi prouver que son gouvernement pouvait encore se battre. C'est pourquoi la Chine a lancé différentes offensives contre le Japon à la fin de 1939. Le but était de montrer au monde que la lutte n'était pas terminée, que la Chine pouvait encore se battre et qu'elle valait la peine d'être aidée. Même si ces offensives n'ont pas apporté de grandes victoires, elles ont réussi à freiner certaines avancées du Japon et ont montré que la Chine ne s'était pas encore rendue. Mais alors que la Chine était occupée à chercher de l'aide, un autre événement est survenu qui a encore aggravé leur situation. En 1940, la France est tombée aux mains de l'Allemagne. Soudain, l'attention du monde s'est tournée vers l'Europe. Les pays qui aidaient autrefois la Chine ont dû faire face à des problèmes bien plus importants. Pour Chiang Kai-shek, le monde accordait désormais moins d'attention à sa guerre. Pendant ce temps, le Japon a vu cette opportunité. De nombreux dirigeants à Tokyo croyaient qu'alors que l'Europe était occupée par sa propre crise, ils pouvaient accroître leur contrôle sur les routes utilisées pour approvisionner la Chine. Au milieu de l'année 1940, Fumimaro Konoe est devenu Premier ministre du Japon. À cette époque, le pays faisait face à des problèmes économiques croissants. Il y avait une pénurie de certaines fournitures essentielles. Les dépenses de guerre continuaient également d'augmenter. Pour de nombreux dirigeants japonais, leurs intentions étaient claires. S'ils ne parvenaient pas à couper l'aide qui arrivait en Chine, la guerre pourrait se prolonger pendant de nombreuses années. C'est pourquoi ils se sont concentrés sur les routes servant au transport d'armes et d'équipements. L'une des cibles les plus importantes était l'Indochine française, qui fait aujourd'hui partie du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Cet endroit est important car certains approvisionnements pour la Chine y transitent. En septembre 1940, les forces japonaises sont entrées dans la partie nord de l'Indochine française. Du point de vue du Japon, c'était un moyen d'accentuer la pression contre la Chine, mais ils n'avaient pas pleinement réalisé les conséquences que cela aurait. À cause de cette action, les États-Unis ont commencé à s'inquiéter sérieusement. Pour Washington, il ne s'agissait pas seulement de la Chine. Ils voyaient déjà la possibilité d'une expansion plus large de l'influence du Japon dans toute la région Asie-Pacifique. En réponse, l'Amérique a commencé à imposer des restrictions économiques contre le Japon.
Cela comprenait des restrictions sur certains matériaux essentiels nécessaires à l'industrie et à l'armée du pays. À ce stade, la guerre n'avait pas encore éclaté entre l'Amérique et le Japon, mais la tournure des événements était déjà claire. Alors que le Japon tentait d'empêcher l'aide d'entrer en Chine, il se rapprochait de plus en plus d'une confrontation directe avec les États-Unis. Et alors que cette crise s'aggravait, un autre problème commençait lentement à se former à l'intérieur même de la Chine. Une tension qui, plus tard, aurait également un impact majeur sur l'avenir du pays. Le conflit croissant entre les nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Zedong. Néanmoins, alors que le Japon s'approche de la guerre contre l'Amérique, la situation ne s'échauffe pas seulement à Tokyo. À l'intérieur même de la Chine, un autre feu commence à grandir. Sur le papier, les nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Zedong sont alliés. Mais dans la réalité, ils ne se font pas vraiment confiance. Tous deux combattent le Japon. Mais ils pensent aussi tous les deux à qui dirigera la Chine une fois la guerre terminée. En 1940, les forces communistes ont lancé une grande offensive dans le nord de la Chine. Celle-ci est connue sous le nom d'offensive des 100 régiments. Leur cible n'était pas seulement les soldats japonais. Ils ont également détruit les voies chaland ferrées, les ponts, les routes, les communications et d'autres infrastructures utilisées par le Japon pour contrôler les territoires qu'ils avaient conquis. Cela n'a pas libéré les grandes villes, mais cela a montré que les forces communistes n'étaient pas faibles. Et pour Chiang Kai-shek, c'était un nouveau problème. Car pendant que Mao combattait le Japon, son armée, son influence et sa réputation auprès des Chinois ordinaires grandissaient elles aussi. En d'autres termes, il y avait deux guerres qui se déroulaient en Chine. La première guerre était la Chine contre le Japon. La deuxième guerre était une lutte silencieuse entre les nationalistes et les communistes pour savoir qui serait le véritable pouvoir en Chine. Après l'offensive des 100 régiments, le Japon a riposté brutalement. Selon de nombreux récits historiques, l'armée japonaise a renforcé sa campagne anti-guérilla dans le nord de la Chine. L'une des appellations les plus connues de cette politique est la politique des trois tout. Tuer tout, brûler tout, piller tout. En termes simples, tuer, brûler et piller. Le but de cette politique était d'écraser les zones soupçonnées d'aider les combattants de la guérilla. Cela n'a pas seulement affecté les soldats. De nombreux civils ont été touchés. De nombreux villages ont été attaqués. De nombreuses maisons ont été incendiées. Et beaucoup de gens ordinaires ont payé le prix d'une guerre qu'ils n'avaient pas choisie. Alors que la violence s'aggravait en Chine, la pression augmentait également à l'intérieur du Japon. Le gouvernement civil à Tokyo ne contrôlait pas totalement ses propres forces armées. Sur le papier, il y avait un premier ministre et un cabinet. Mais dans la pratique, l'influence de l'armée et de la marine était très forte. Il y avait des moments où les forces armées elles-mêmes imposaient la politique. Lorsqu'ils s'opposaient au plan des dirigeants civils, ils pouvaient le bloquer ou faire dérailler la ligne du gouvernement. C'est alors que les militaires intervenaient. Hideki Tojo joua un rôle clé. Tojo était un chef militaire intransigeant. Pour lui, le Japon ne devait pas battre en retraite en Chine. S'il se retirait, cela donnerait l'impression que le sang, l'argent et les années investies dans la guerre auraient été gaspillées. C'est l'un des plus grands pièges du Japon. Plus ils combattaient longtemps, plus il devenait difficile d'admettre que leur décision était une erreur. Ils ressemblaient à une personne qui perd déjà au jeu, mais qui refuse d'arrêter parce qu'elle a déjà perdu beaucoup. Alors au lieu de reculer, ils se sont encore plus acharnés à avancer. En avril 1941, le Japon a conclu un accord avec l'Union soviétique. C'était le pacte de neutralité soviéto-japonais. Cela signifiait que les deux pays éviteraient d'entrer directement en guerre l'un contre l'autre. Pour le Japon, c'était très important. Parce que s'ils n'avaient pas à se soucier de l'Union soviétique au nord, ils pourraient davantage se tourner vers le sud. Et c'est au sud qu'ils trouveraient ce dont ils avaient désespérément besoin. Des ressources du pétrole, du caoutchouc, de l'étain, du riz et d'autres matériaux nécessaires à l'armée et à l'économie. De nombreuses régions riches en ressources sont dominées par les puissances occidentales, la Malaisie par la Grande-Bretagne, les Indes orientales néerlandaises par les Pays-Bas. Les Philippines sont contrôlées par les États-Unis, et ces régions sont considérées par le Japon comme la clé pour maintenir son empire. Dans la propagande japonaise, ils disent qu'ils veulent libérer l'Asie du joug de l'impérialisme occidental. Mais en réalité, ils veulent aussi contrôler les ressources de la région. Cela signifie qu'ils ont simplement remplacé l'ancien empire par un nouvel empire. Et alors que la tentation de conquérir l'Asie du Sud-Est grandit, il y a un grand obstacle, la flotte du Pacifique des États-Unis. Elle se trouve à Hawaï.
Et pour la marine japonaise, tant que la flotte américaine est présente, toute grande opération dans le Pacifique est risquée. Cela ne veut pas dire que tous les dirigeants japonais veulent de faire la guerre aux États-Unis. Certains membres de la marine savent à quel point la puissance industrielle des États-Unis est forte. Ils savent que si la guerre dure, l'Amérique pourra produire plus de navires, d'avions, d'armes et de munitions. Le Japon ne peut pas égaler ce genre de production. Mais certains autres officiers pensent que le Japon a une petite fenêtre d'opportunité. S'ils agissent rapidement, ils pourraient prendre l'Asie du Sud-Est, couper les lignes d'approvisionnement et forcer l'Amérique à négocier la paix. C'est cette pensée dangereuse qui est progressivement devenue le centre de la stratégie du Japon. Ils n'avaient pas l'intention de vaincre l'Amérique dans une longue guerre. Ce qu'ils voulaient, c'était un coup rapide, puissant et surprenant. Un coup qui leur donnerait le temps d'étendre leur contrôle sur le Pacifique. En juillet 1941, la situation s'est encore aggravée lorsque le Japon a occupé l'Indochine du Sud. Pour l'Amérique, le message était clair. La Chine n'était plus la seule cible du Japon. Il semblait qu'il se préparait à se déplacer plus au sud vers des régions riches en pétrole et autres ressources. C'est alors que les États-Unis ont riposté. Le président Franklin Roosevelt a gelé les avoirs japonais en Amérique. En conséquence, le Japon a quasiment perdu l'accès au pétrole américain. C'était un coup très dur, parce qu'à cette époque, une grande partie du pétrole du Japon provenait des États-Unis. S'ils venaient à manquer de pétrole, leurs navires s'arrêteraient, leurs avions s'arrêteraient, leurs chars s'arrêteraient et leur capacité à poursuivre la guerre s'effondrerait. À ce stade, le Japon faisait face à 3 options. Premièrement, se retirer de la Chine et de l'Indochine pour alléger les sanctions. Deuxièmement, négocier et attendre. Troisièmement, attaquer vers le sud et prendre les ressources par la force. La première option était difficile à accepter pour les chefs militaires car, pour eux, c'était une honte. La deuxième option était risquée car, pendant qu'ils attendaient, le pétrole s'épuisait. C'est pourquoi de plus en plus de gens au Japon prenaient la troisième option, la guerre. Ce n'était pas une décision soudaine prise du jour au lendemain. C'était le résultat de nombreuses années de mauvais calculs. Une guerre interminable en Chine, la défaite et la peur de l'Union soviétique, le manque de ressources, sanctions, pression de la part des Américains, pression de la part de l'armée, et l'ambition d'élargir l'empire japonais. En octobre 1941, le gouvernement du premier ministre Konoe est tombé. Konoe a été remplacé par Hideki Tojo. Et lorsque Tojo est devenu premier ministre, la voix de ceux qui pensaient qu'il fallait utiliser la force militaire s'est renforcée. Les discussions entre le Japon et l'Amérique n'avaient là pas encore complètement cessé, mais elles n'allaient en presque nulle part. L'Amérique voulait que le Japon se retire de la Chine et de l'Indochine. Mais l'armée japonaise refusait d'accepter cela. Pour eux, se retirer reviendrait à admettre que tous leurs sacrifices en Chine n'avaient servi à rien. Ainsi, tandis que certains diplomates continuaient de parler de paix, les stratèges militaires préparaient déjà des plans pour la guerre. En coulisses, la liste des cibles commençait peu à peu à se former. Thaïlande, Malaisie, Singapour, Birmanie, Hong Kong, Philippines, Inde orientale néerlandaise et les îles du Pacifique. Mais avant de pouvoir faire cela, ils devaient d'abord affronter le plus grand obstacle, la flotte américaine à Pearl Harbor. C'est ici que la direction de l'histoire a commencé à devenir claire. Le Japon ne cherchait plus seulement un moyen de mettre fin à la guerre en Chine. Il se préparait déjà à ouvrir une guerre encore plus vaste dans tout le Pacifique. Et dans leur esprit, l'attaque contre Pearl Harbor n'était pas le début du problème. C'était la solution brutale à un problème qu'ils avaient eux-mêmes créé. Dans les derniers mois de 1941, il ne restait presque plus de temps pour la diplomatie. Le Japon et les États-Unis continuaient tout de même à discuter. Des diplomates voyageaient, des propositions étaient envoyées, des réunions étaient organisées. Mais pendant que tout cela se passait, les deux camps savaient déjà qu'ils s'approchaient d'une grande confrontation. Pour l'Amérique, leur position était simple. Si le Japon voulait que le commerce normal reprenne et que les sanctions économiques soient levées, il devait se retirer de la Chine et de l'Indochine. Pour Washington, c'était la seule façon de réduire les tensions en Asie. Mais pour les dirigeants militaires japonais, il était presque impossible d'accepter une telle condition. Après de nombreuses années de guerre, ils avaient déjà sacrifié tant de vies et dépensé tant d'argent et de ressources en Chine. De leur point de vue, partir n'était pas un compromis. C'était une défaite, et ils ne voulaient pas l'accepter. Alors que l'impasse s'intensifiait, le débat au sein du Japon devenait de plus en plus profond.
Jusqu'à aujourd'hui, les historiens débattent encore de la véritable raison principale pour laquelle le Japon a choisi la guerre. Certains disent que ce sont les sanctions économiques imposées par l'Amérique qui les ont poussés à attaquer. D'autres, en revanche, pensent que les sanctions n'étaient pas la cause, mais simplement la conséquence de l'expansion préalable du Japon en Asie. En d'autres termes, le problème n'a pas commencé avec les sanctions. Il a commencé avec les décisions prises par le Japon plusieurs années avant Pearl Harbor. Un autre grand débat porte sur le véritable objectif de l'expansion vers le sud du Japon. Il y a des historiens qui pensent que cela faisait partie du rêve de construire un vaste empire en Asie. Une région qui serait dirigée par le Japon et non plus par les pays occidentaux. Dans la propagande de l'époque, ils l'appelaient un nouvel ordre pour l'Asie. Mais de nombreux pays occupés par le Japon ne voyaient pas cela comme une libération. Pour eux, ce n'était qu'une nouvelle forme de colonisation. D'autres historiens proposent une explication différente. Selon ce point de vue, l'objectif le plus important du Japon n'était pas la construction d'un empire. L'objectif le plus important était la poursuite de la guerre en Chine. Au fur et à mesure que les combats se prolongeaient, leurs besoins en pétrole, en acier, en caoutchouc, en nourriture et en autres ressources augmentaient. Sans ces ressources, il leur serait difficile de poursuivre leurs opérations militaires. C'est pourquoi, pour certains dirigeants japonais, la conquête des régions riches en ressources n'était pas un luxe. C'était une nécessité. Mais quel que soit dans leur motif, le résultat fut identique. Progressivement, ils se sont engagés sur une voie les menant à s'opposer aux États-Unis. Pendant que cela se produisait, un autre grand problème existait au sein de la direction japonaise. Tout le monde n'avait pas la même vision. De nombreux officiers de la marine s'inquiétèrent de la possibilité d'une guerre contre l'Amérique. Ils avaient des raisons de s'inquiéter. Ils connaissaient mieux la véritable puissance de la marine américaine. Ils connaissaient mieux la taille de l'industrie américaine et ils savaient mieux combien de navires, d'avions et d'armes les usines des États-Unis pouvaient produire. Selon leur analyse, si une guerre totale éclatait, l'avantage de l'Amérique serait trop grand dans un conflit prolongé. Mais de nombreux officiers de l'armée avaient un point de vue différent. Parce qu'ils étaient plus concentrés sur la Chine, ils ne ressentaient pas autant la puissance de l'Amérique. Certains croyaient même que la discipline, la détermination et l'esprit combatif étaient plus importants que le nombre de navires et d'usines. C'est l'une des plus grandes erreurs dans leur estimation. Alors que la marine se concentrait sur les chiffres et la production, certains chefs de l'armée croyaient davantage à le moral et au courage. Ils n'ont pas pleinement compris à quel point la puissance industrielle de l'Amérique aurait un impact énorme une fois la guerre commencée. Ils comptaient encore sur autre chose. Certains officiers croyaient que lorsque le Japon entrerait en Asie du Sud-Est, de nombreux habitants locaux les accueilleraient comme des libérateurs contre les puissances coloniales européennes. Il y a eu des endroits où certains groupes ont aidé le Japon au début. Mais dans de nombreux cas, ce soutien n'a pas duré longtemps. Car lorsque les gens ont vu la véritable situation sous l'occupation japonaise, leur point de vue a rapidement changé. Pendant ce temps, alors que les débats se poursuivent à Tokyo, une opération se prépare déjà discrètement. Les négociations continuent toujours en public. Mais derrière des portes closes, des navires se préparent déjà pour une mission qui va changer l'histoire. Au début du mois de décembre 1941, les principaux dirigeants du Japon se sont réunis pour décider de leur ultime décision. Certains espéraient une solution diplomatique. Certains voulaient encore éviter la guerre. Mais l'influence de ceux qui pensaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière était devenue plus forte. Lors de ces réunions, une chose est devenue claire. On ne débattait plus de savoir s'il y aurait une guerre. Le débat portait seulement sur la façon de la commencer. Et tandis que certains diplomates espéraient encore un miracle, une grande flotte navale japonaise naviguait silencieusement dans les eaux froides du Pacifique Nord. Ils ne se dirigeaient pas vers la Chine. Ils ne se dirigeaient pas vers l'Union soviétique. Leur destination était Hawaï. Et leur cible était une base militaire qui, en seulement quelques jours, deviendrait le centre de l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la guerre, Pearl Harbor. Si l'on examine tout ce qui s'est passé, on voit que de nombreux dirigeants japonais croyaient en pouvoir contrôler le cours de l'histoire. Ils pensèrent pouvoir choisir quand la guerre commencerait. Ils pensaient pouvoir choisir où elle s'étendrait. Et ils pensaient pouvoir y mettre fin avant que leurs ennemis ne puissent vraiment se rétablir. Mais presque tous leurs calculs les plus importants se sont révélés faux. L'attaque contre Pearl Harbor n'a pas mis fin à la guerre pour le Japon. Au contraire, cela n'a fait qu'élargir le conflit.
Le conflit, qui était auparavant principalement centré sur la Chine, faisait désormais partie d'une guerre mondiale, de l'océan Pacifique jusqu'à l'Europe. Des forêts de la Birmanie jusqu'aux îles du Pacifique, des millions de personnes allaient être impliquées dans les années à venir. Pour le Japon, le plan était simple. Porter un coup rapide et puissant, s'emparer immédiatement des endroits stratégiques riches en pétrole et en ressources, et forcer l'Amérique à négocier la paix. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de battre en retraite, les États-Unis ont encore intensifié leur mobilisation militaire. Les usines américaines ont commencé à produire des navires, des avions, des chars et des armes à un niveau qu'aucun autre pays ne pouvait égaler à cette époque. Peu à peu, ce que certains officiers de la marine japonaise redoutaient bon depuis longtemps a commencé à se manifester, une longue guerre de production et de ressources. Et dans ce type de conflit, l'Amérique avait un avantage considérable. Alors que la situation du Japon empirait, la Chine continuait également à se battre. Au lieu de s'effondrer après Pearl Harbor, le soutien international aux ennemis du Japon s'est encore renforcé. La guerre qu'ils essayaient de terminer ne faisait que s'allonger. En 1945, il était clair que le Japon ne pouvait plus inverser le cours de la guerre. Ensuite, ils ont subi des défaites dans le Pacifique. Ils ont perdu des bases importantes. Leur capacité à envoyer des navires et des avions a diminué. Et petit à petit, ils ont perdu l'accès aux ressources qui étaient autrefois la raison de leur expansion vers le sud. Ensuite, 2 événements sont survenus qui ont complètement changé le monde. En août 1945, les États-Unis ont largué des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Au même moment, l'Union soviétique est également entrée en guerre contre le Japon après avoir mis fin au pacte de neutralité entre les deux pays. Après une courte période, le dernier espoir de Tokyo de poursuivre la lutte s'est complètement effondré. Et en septembre 1945, le Japon s'est officiellement rendu. La Seconde Guerre mondiale en Asie a pris fin. Mais les problèmes qu'elle a laissés n'ont pas disparu. En Chine, l'alliance déjà fragile entre Chiang Kai-shek et Mao Zedong s'est à nouveau brisée. La coopération temporaire contre le Japon s'est complètement effondrée. La guerre civile chinoise a de nouveau éclaté. Et dans les années qui ont suivi, le destin de tout le pays allait changer. Pendant ce temps, dans d'autres parties du monde, une nouvelle ère commence. Ce n'est plus un combat entre l'Axe et les Alliés. Ce n'est plus une guerre entre l'Allemagne, le Japon et leurs adversaires. C'est le début de la guerre froide. 2 superpuissances vont progressivement s'affronter, les États-Unis et l'Union soviétique. À partir de ce moment, le monde va entrer dans une nouvelle compétition. Compétition pour l'influence, compétition technologique, compétition pour la puissance militaire, et plus tard, compétition pour les armes nucléaires. En fait, après que la direction soviétique ait vu les effets de la bombe atomique, ils ont accéléré encore plus leur propre programme nucléaire. Dans les années qui ont suivi, la course aux armements nucléaires a commencé, semant la peur dans le monde entier pendant de nombreuses décennies. Donc quand on parle de Pearl Harbor, ce n'est pas seulement l'histoire d'une attaque surprise, ce n'est pas seulement l'histoire de porte-avions, de navires et d'avions. C'est l'histoire de la façon dont une guerre qui a commencé en Chine s'est progressivement étendue jusqu'à devenir une partie du plus grand conflit mondial de l'histoire. C'est aussi l'histoire de la façon dont les décisions prises par certains dirigeants, motivés par l'ambition, la peur, de mauvaises évaluations et un manque de compromis, ont entraîné des événements qui ont affecté le monde entier pendant de nombreuses générations. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de cette histoire. Parfois, un pays ne tombe pas parce qu'il manque de combattants. Parfois, il s'effondre parce qu'il choisit sans cesse de poursuivre un problème qui aurait dû être résolu depuis longtemps. Et pour le Japon, ce problème a commencé en Chine, mais cela a fini par entraîner une guerre qui a englouti le monde entier.